nationale autour de la 6e République et de la convocation éventuelle d'une assemblée constituante. Donc il va vous dire évidemment un petit mot là-dessus. Et puis après, on commencera les débats et vous ferez chauffer tous vos cerveaux. Voilà. Merci d'être nombreux. On est accueillis par la librairie Jeux de mots. Alors comme il fait beau, on a trouvé que c'était plus sympa de se mettre dehors, mais c'est aussi chouette de les faire travailler, d'aller prendre un verre chez eux. En tout cas, on les remercie beaucoup parce que c'est pas évident quand on veut parler de politique et quand on veut faire vivre la démocratie. C'est pas évident de trouver des lieux et vraiment on les remercie du fond du cœur de nous accueillir. Donc le principe des cafés populaires, c'est le deuxième qu'on fait. On en a organisé 3 sur la circonscription. C'est bien sûr de s'informer un petit peu, mais c'est aussi de soi-même de discuter, d'échanger et de pratiquer la démocratie un petit peu autrement. Donc, dans un premier temps, Pierre-Yves va vous parler de cette 6e République comme la France Insoumise la voit. Mais ensuite, on va prendre un temps d'échange, table par table, où on vous invitera à réfléchir sur comment vous aimeriez cette 6e République, qu'est-ce qu'il faut changer ou qu'est-ce qu'il faudrait y mettre, pourquoi, comment. Merci beaucoup, merci de cet accueil. Alors, un mot effectivement du contexte dans lequel cette discussion de cet après-midi s'inscrit, parce que, en fait, en vous expliquant le contexte, je pense que je tente de vous expliquer en même temps pourquoi la France Insoumise lance une grande campagne sur la 6e République et en quoi cela consiste et quelle perspective ça dessine à la fois pour le pays mais pour les discussions qu'on va avoir là ce soir, enfin cet après-midi plutôt. Et le premier élément, bien entendu, je pense que c'est la situation de sidération dans laquelle le pays a été plongé à la suite à la fois de la décision par le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale immédiatement après du Rassemblement national. Si on se souvient bien de comment s'est déroulée cette soirée du 9 juin, Jordan Bardella parle à la télé, il dit il faut dissoudre l'Assemblée, et quelques minutes après, Macron, lui, prend la parole depuis l'Élysée et dit je dissous l'Assemblée nationale. Tout cela dans un contexte dont nous avons appris par la suite qu'il s'était passé de façon très limite, y compris du point de vue de nos propres institutions et de la Constitution de la 5e République que nous combattons depuis longtemps, mais pour autant nous considérons qu'il faut la respecter. Et lorsque le président de la République fait usage de son pouvoir de dissolution, il doit consulter obligatoirement le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Et quelques mois plus tard, d'ailleurs on ne se demande pas pourquoi il ne l'a pas dit tout de suite, mais bon, il a mis du temps à trouver l'inspiration peut-être pour le dire et le partager, mais le président du Sénat a dit qu'Emmanuel Macron l'avait uniquement appelé et lui avait dit « je vais dissoudre ». Et il avait raccroché. Ce n'est pas précisément, je crois, ce que l'on peut considérer les uns les autres comme une consultation du président d'une des deux assemblées. Donc déjà, du propre point de vue de la Constitution, la décision de la dissolution était relativement problématique. Mais surtout, elle a instauré, je crois, un peu partout dans le pays, une grande atmosphère de crainte que, depuis bien longtemps, le pays ne s'était pas trouvé dans une situation où l'extrême droite pouvait la diriger. En réalité, la dernière fois où l'extrême droite a dirigé ce pays, c'est sous l'occupation nazie dans la partie gouvernée par Pétain, c'est quand même ça. Bon, donc ça renvoie aussi à quelque chose de très grave dans l'histoire de notre pays. Et on a senti cette ambiance-là de tension qui a traversé l'ensemble de la France. Moi, je vous le raconte parce que ça m'a beaucoup ému le jour du second tour. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer le soir. Et le jour du second tour, je vais à un bureau de tabac où il se trouve que je vais depuis longtemps à Brest, d'où je suis. Je connais la personne qui tient ça. Elle me dit j'espère que ça va le faire, etc. Et elle m'avait jamais parlé de politique, cette personne-là. J'étais assez étonné. Et je lui dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit aujourd'hui j'ai assisté dans la file pour aller acheter son journal ou acheter son paquet de tabac, j'ai assisté à une scène que je n'avais jamais vue dans mon commerce. Il y a quelqu'un qui a dit à un arabe « Fais tes valises, ce soir tu rentres chez toi ».
Et honnêtement, je vous le dis, en sortant, c'était le moment où je faisais la tournée des bureaux de vote, quand on va voir comment se passe l'élection, etc. En sortant du bureau de tabac, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais ce soir, à quoi va ressembler le pays? Et je pense qu'on est beaucoup à s'être dit des choses un peu comme ça. Et le soir, on s'est dit, waouh, la coalition parvenue en tête, c'est celle du Nouveau Front Populaire, avec justement un programme de rénovation démocratique, de partage des richesses, d'augmentation des salaires, de refonte des services publics, des choses qui aussi étaient enfin des motifs d'espoir et des choses qui pouvaient un peu libérer et dégager l'horizon dans lequel quand même franchement, parfois on a l'impression d'être dans une sorte de machine et de tambour de machine à laver. Alors moi, il se trouve que quand j'étais un peu au collège, je commençais déjà à m'intéresser à la politique. Mais je veux dire, ce truc-là que maintenant on entend toujours à l'Assemblée nationale, par exemple, sur la dette. Alors, la dette, on pourrait faire tout un café d'ailleurs populaire comme ça sur la question de la dette. C'est une question qui est intéressante, qui est complexe, etc. Mais ceux qui en parlent tout le temps, déjà n'y connaissent rien la plupart du temps, et surtout répètent tout le temps la même chose. Ah, le poids de la dette sur les générations futures. Si n'a aucune espèce de sens, compte tenu qu'aujourd'hui, le poids des décisions actuelles, notamment qui permettent la continuation de la destruction des milieux de vie, de l'environnement, qui là, pour le coup, c'est pas de la monnaie fictionnelle, c'est pas fictif, c'est une réalité extrêmement matérielle. Si un sol devient infertile, je veux dire, il est infertile. Hein. Tu fais plus pousser rien dessus. Si ta ressource en eau, elle diminue, elle diminue. Et contrairement à ce qu'ils pensaient aux États-Unis, si tu remets de l'eau là où tu as trop vidé, eh bien en fait, tu reconstitues pas ton cycle de l'eau. Ça, c'est du sérieux. Mais non, ils sont toujours là à redire les mêmes choses que moi j'entendais quand j'étais gamin il y a 15 ans. La dette, la dette, la dette, en faisant peur à tout le monde. Donc, cet horizon de peur, on s'en est senti quelque peu libéré au moment où le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête. On s'est dit, on va enfin pouvoir essayer de faire un peu autrement. Et de montrer que ça peut marcher aussi un peu autrement. Et en faisant cela, on va réussir à faire reculer l'extrême droite. Parce que c'est là-dessus, en faisant la démonstration que la politique peut servir à quelque chose, qu'on pourrait la faire reculer. Et là-dessus, Emmanuel Macron refuse de proposer à la coalition arrivée en tête de gouverner le pays. Ce qui est quand même inédit et invraisemblable dans une démocratie parlementaire. Parce que la Constitution de la Ve République, elle a beau, aujourd'hui, être pratiquée à partir de l'Élysée, à partir du pouvoir présidentiel, sur le papier, c'est une constitution parlementaire. C'est un régime parlementaire. Et en fait, ce régime parlementaire est complètement faussé en 1962 par le référendum qui fait que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Et pour une raison tout à fait normale, c'est-à-dire que le président de la République est élu par des millions de citoyens. Là où même le mieux élu des députés sera sans doute élu par 30 000 ou 40 000 personnes. Et donc il y a un déséquilibre institutionnel qui s'instaure. Et on vit en fait dans ce moment de crise politique où l'Assemblée nationale étant opposée au président de la République et le président de la République ayant refusé de reconnaître cette situation de cohabitation, il y a deux légitimités concurrentes comme ça qui se font face l'une l'autre. Et voilà ce sentiment de crise dans lequel nous nous trouvons plongés. Et c'est à la fois un sentiment de crise et de sidération. Moi, à Brest, il y a des gens qui m'ont dit à l'automne dernier, mais pourquoi, en même temps, ça me faisait un peu rire, pourquoi Michel Barnier est-il Premier ministre? En plus, tout le monde l'avait oublié. On pensait que c'était fini. Et non, vroom, ils nous ressortent Michel Barnier, un parti qui avait fait 5%, et ils disent, boum, voilà, c'est ça qui va diriger le pays. Et il y a plein de gens qui me disaient, on ne comprend pas comment ça se fait. Et en réalité, si on souhaite comprendre comment ça se fait, comment ça se déroule, comment ça se déploie, il faut poser au centre la question démocratique. Et je crois que le grand mouvement social qui en avait eu l'intuition ces dernières années, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'à partir d'une question sociale, à partir d'une question d'augmentation de la fiscalité, immédiatement, ils se sont trouvés à se dire, mais il n'y a pas que ça qui cloche. Il n'y a pas que la question de cette taxe est injuste, etc. Le problème, c'est comment les décisions sont-elles prises et surtout, quelle est notre capacité, nous-mêmes, d'avoir prise sur les décisions. Et à ce moment-là, ils sont arrivés à converger aussi avec une proposition qu'on portait depuis un moment, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire la capacité qu'on pourrait avoir à proposer une loi, en abroger une, ou à révoquer des élus qui se comporteraient mal ou qui ne tiendraient pas leurs promesses. Bref, c'est donc dans ce contexte qu'on lance la campagne pour la 6e République. Y compris aussi pour parler de fond.
Parce que cette situation de blocage institutionnel s'accompagne d'une autre réalité, c'est la succession permanente et la saturation de l'espace médiatique par des polémiques qui n'ont aucun sens, par des choses qui sont de plus en plus délirantes, par des dingueries, comme disent les jeunes, par des dingueries, parce que maintenant je suis un peu moins jeune quand même, mais bon, comme des dingueries invraisemblables, comme par exemple, je veux dire, vous voyez le congrès de Les Républicains, enfin, il y a un parti qui n'a jamais aussi mal porté son nom. Quand un type dit les personnes sous obligation de quitter le territoire français, tiens, on va tous les déporter à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, ben, je sais pas, ça a l'air de passer comme une lettre à la poste, quoi. Alors que nous, quand on dit stop au génocide à Gaza, là c'est l'horreur. Mais par contre, envoyer 15 000, 20 000 personnes à Saint-Pierre-et-Miquelon, tranquille, enfin tout ça, manifestement, ça s'inscrit dans le respect des droits fondamentaux et des principes républicains. Et vous voyez, tout ça sature l'espace médiatique, et en 18 mois, etc., elle sort avec un texte constitutionnel, et là, ce texte est soumis à référendum, et si c'est oui, eh bien, on passe à la 6e République, et il y a des nouvelles élections dans le cadre de la Nouvelle République. Voilà le cadre chronologique dans lequel tout cela s'inscrit. Et donc vous avez sur des tables des petites feuilles avec donc une vingtaine de propositions. Et ce qu'on vous propose, c'est de prendre 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on n'est pas pressé, il fait beau, pour discuter sur un ou deux des thèmes, de ce que vous en pensez, de s'il y a des désaccords, des points d'accord, etc. sur tel ou tel, ou si en fait vous dites mais en fait qu'est-ce que c'est que ce truc. D'ailleurs, par exemple, je peux passer d'une table à l'autre. Mathilde aussi, que je remercie encore pour ce bel accueil. On a bien mangé. Là, il y a un super truc associatif là-haut. La Marisette. La Marisette. Ah, c'était super, c'était top. Voilà. Et c'est très joli en plus. Bon. Et donc, je peux passer d'une table à l'autre, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est que vous discutiez pendant un petit moment et que vous choisissiez par table quelqu'un qui ensuite fera la restitution un peu auprès de tout le monde. Et si vous en êtes d'accord, moi je réagirai un peu à ce moment-là pour dire aussi comment ça interagit avec la réflexion et le programme qu'on porte. Et puis on pourra avoir un temps d'échange conclusif. Voilà le moment général. C'est l'idée aussi. C'est important parfois qu'on se donne de la force avec des meetings où on voit qu'on est nombreux, etc. Et puis on dit ouais, on est tous d'accord, etc. Et tout le monde dit ouais, on est d'accord. Mais c'est aussi bien que, en fait, on prenne le temps d'échanger, de discuter, de délibérer, parce que l'enjeu de cette campagne pour la 6e République et l'enjeu, par la suite, de la Constituante et du passage à la 6e République, c'est vraiment qu'on rencontre et qu'on crée dans le pays une culture démocratique. Et la culture démocratique, c'est ne pas attendre que la décision vienne d'ailleurs que de soi-même. C'est se dire qu'en fait, elle doit venir du collectif. Et ça vaut pour la commune, ça vaut pour l'ensemble des échelons de pouvoir institutionnels, mais ça vaut aussi sur le lieu de travail. Parce que sur le lieu de travail, il y a des enjeux de pouvoir qui se posent à chaque fois, et vous le savez très bien. Et donc, quand on peut essayer de s'organiser collectivement pour revendiquer des choses, c'est pas mal, et là aussi, c'est une question de pouvoir qui est centrale. Donc voilà, je vous propose de faire ça. Peut-être, vu que vous êtes sur la même table, vous vous présentez, enfin voilà, je ne vais pas non plus détailler tout ça. Mais vous choisissez un ou deux thèmes, vous discutez, puis on se retrouve dans 40-45 minutes. Voilà, merci. À Rios, juste à côté. Et on est venu ici aujourd'hui parce que notre dernier titre, en fait, on fait de la littérature, on fait des livres documentaires, on fait de la poésie, mais notre dernier titre est la réédition conjointe de 2 livres qui parlent de la valeur travail. Il y a Le droit à la paresse de Paul Lafargue qui a été publié en 1883 et il y a L'abolition du travail de Bob Black, un Américain, qui a été publié en 1985. Donc nous, toute cette question de la valeur travail, tant sociale que personnelle, nous intéresse beaucoup. Alors, on a publié les 2 titres dans le même livre pour vous permettre de vous donner les outils pour réfléchir à cette question du travail qui nous importe à tous et toutes. Merci. Merci beaucoup. En effet, c'est une question centrale et essentielle. Donc, je vous rappelle aussi qu'on fait ce petit café populaire en partenariat
avec la librairie Jeux de mots, donc n'hésitez pas à aller prendre une petite boisson ou acheter quelques bouquins avant de partir. Et puis je voulais aussi vous rappeler qu'il y a une pétition à signer, c'est très important, donc pour que cette question soit examinée, éventuellement mise à l'ordre du jour des sujets examinés au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. N'hésitez surtout pas, donc vous avez un QR code sur les tracts qu'on vous a distribués, ou sinon vous pouvez tout simplement taper pétition pour la 6ème République et puis vous serez guidé. C'est un petit peu compliqué en France, dans le système institutionnel aujourd'hui, de signer une pétition, puisqu'il faut s'identifier avec les codes ANCT, etc. Mais bon, quand on veut, on peut y arriver. Donc écoutez, si vous en êtes d'accord, eh bien, si vous avez nommé vos rapporteurs et vos rapporteurs, je vous invite à venir prendre le micro et puis nous faire une restitution de vos travaux. Donc dans l'ordre... 2, 3, 4 minutes, 3-5 minutes. Oui, voilà, c'est ça, entre 1 et 4 ou 5 minutes par table. Et puis voilà, ou si vous avez des questions à poser, etc., on y répondra. Voilà. Donc j'ai été désigné d'office, voilà. Donc du coup ça a été riche. On n'a pas réussi à trouver de sujet qui a fait consensus. Par contre on a bien débattu sur définir la République française comme une puissance non alignée au service de la paix. On a fait le lien avec l'OTAN, on a débattu, ça a été assez clivant mais riche. On a débattu énormément sur instaurer la règle verte, ne prendre à la nature que celle qu'on peut reconstituer, que ceux qu'on peut reconstituer. Collectiviser les communs essentiels, alors là ça a été aussi très riche et on n'a pas réussi à se mettre d'accord parce que c'est comment, qui va gérer tout ça. Ensuite, instaurer le vote à 16 ans, alors on pourrait se dire pourquoi pas, mais quel est le fond? Pourquoi? Reconnaître le vote blanc et mettre en place le vote obligatoire. Alors le vote blanc, on était plus ou moins d'accord pour le reconnaître, mais le vote obligatoire, pas forcément. Alors là c'est moi qui le dis parce que finalement en le disant je me rends compte que c'est pas du tout ce qui avait été dit. Mais vu que c'est moi qui parle et c'est moi qui ai la parole, c'est moi qui décide. Macron en décide. On a débattu aussi de garantir le droit de changement d'état civil libre et gratuit. Et ce qui a fait aussi énormément de débat, c'est transformer le droit de la propriété en droit d'usage. Voilà. La complexité, d'autres. Après, d'autres sujets ont émané de tous ces débats et c'est vrai qu'on s'est un peu perdu, mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un point vraiment précis. Allô ? Oui. Non, c'est que dans le sens, c'est pas évident parce que c'est un sujet qui peut être un peu émotionnel. Le droit de la propriété, et donc c'est à quelle strate on voit pour le droit de la propriété. C'est-à-dire que en personne lambda et classe moyenne, le droit de propriété, on veut le garder, mais c'est-à-dire qu'à d'autres échelons, qu'est-ce qu'on fait de ce droit de la propriété, notamment dans une société qui devient de plus en plus héritière, etc. etc. C'est que ça faisait débat. Après, il y a plein de propositions qui faisaient consensus, mais la complexité de ce genre de débat, c'est comment on fait. C'est-à-dire que si on dit on est tous d'accord sur le vote blanc, comment on fait si un jour il y a une majorité de vote blanc? Voilà. Ouais, on recommence. Mais... Et quand on s'arrête? Ouais, c'était un peu ça. Et la notion de pouvoir, on me dit. Voilà.
Merci. Donc on a abordé le RIC qui provoque quand même des inquiétudes, notamment à cause des idées en cours du RN qui semblent bien répandues dans la population. Et donc pour un peu remédier à ça, on s'est dit que ça ne pouvait pas fonctionner sans éducation populaire, qu'il fallait une éducation à la citoyenneté avec peut-être des conventions citoyennes qui permettraient aux gens de se confronter à des idées différentes, d'apprendre aussi sur les différents sujets et de pouvoir se construire un point de vue éclairé. Et donc nous avions, elle a disparu, nous avions Anne qui est d'origine suisse et qui nous a expliqué qu'en Suisse, chaque année, on donne à la population un livret avec les propositions de loi qui vont être votées durant l'année. Voilà, avec différents points de vue qui sont présentés par les différents partis. Et les gens peuvent se les approprier. Ensuite, alors, nous avons abordé les médias. Donc il y a une proposition pour que les chaînes d'opinion soient clairement déclarées comme telles. Voilà. Ensuite, l'idée que c'est la demande qui génère l'offre et que pour changer l'offre, il faut une éducation permanente pour influer sur la demande. Et ensuite, le droit, alors remplacer le droit de la propriété par le droit d'usage, qui nous a aussi questionné. On s'est demandé si c'était l'hypothèse de la propriété au sens strict. Voilà. Enfin, si c'était la propriété... Non, excusez-moi. Ce que voulait dire la propriété. Il y a une hypothèse qui a été faite comme quoi la propriété au sens strict appartenait au commun et qu'elle ne pouvait donner, qu'elle ne pouvait générer du revenu. Ça pose la question de l'héritage. Quoi d'autre? Oui. Alors nous avons évoqué la question de la propriété des terres avec les SAFER qui font monter les prix parce qu'elles ne bénéficient plus de financement actuel de l'État et donc elles ont tendance à faire en sorte que le prix des terres soit le plus cher possible pour que leur pourcentage soit le plus élevé possible. Et du coup, les paysans ne peuvent plus acheter de terres. Voilà, et on a parlé aussi de la souveraineté alimentaire avec le fait de pouvoir collectiviser les terres et collectiviser les communs. Voilà. Merci. Ouais, on passe à Pierre. Alors, tout d'abord, la réforme du Sénat. On estime que il ne faut plus conserver le Sénat dans sa formule, dans sa composition actuelle. Il faut lui donner un peu il faut lui donner des pouvoirs, bien sûr, qui seraient en quelque sorte calqués sur ceux du comité social, du Conseil économique et social et environnemental, et qui représenteraient l'ensemble des citoyens dans toutes leurs catégories sociales, qui est très important. Donc, le premier sujet, réforme du Sénat. Ensuite, nous sommes pour l'établissement du scrutin proportionnel pour l'élection de l'Assemblée nationale, mais là encore, il faut que la mixité sociale soit également parfaitement représentée. Comment on fait faire ça? Ça, c'est une question à voir après, mais il faut que ce principe-là soit tout à fait reconnu. Alors, dans les entreprises, il faut augmenter la démocratie également et créer une
des instances qui seraient reconnues et qui, à côté des syndicats et d'autres organisations représentatives des salariés, pourraient exprimer les idées du personnel. Ça serait une instance reconnue qui viendrait s'ajouter finalement aux instances de discussion et de négociation dans les entreprises. Pour l'exemplarité des élus, ça c'est une... je ne sais pas si ça figure là, mais donc il faut que les élus soient exemplaires. Parce qu'on a de très mauvais exemples là-dessus actuellement, mais ce n'est pas nouveau. Et le référendum révocatoire permettrait effectivement de mettre fin aux agissements des élus qui ne tiennent pas leurs promesses ou alors qui vont carrément dans la délinquance. Le référendum, c'est très important qu'il y ait des référendums, mais il faut bien cadrer ces référendums. Et alors donc, le référendum d'initiative citoyenne, c'est très bien. On dit on pourra traiter cette question quand on aura réuni, par exemple, 1 million de voix ou 500 000 voix. Mais se poser également après, une fois qu'on a décidé qu'on pourrait faire un référendum, comment on pose la question. Et là, il faudrait également que ce soit un exercice démocratique pour savoir comment on pose la question, puisque c'est extrêmement important. Alors, le droit de vote à 16 ans, on en a beaucoup parlé, on était pour, on était contre. Il s'est dégagé quand même un petit préférence pour l'établir à 16 ans, mais il faudrait que ça soit également associé à une éducation civique des jeunes qui permettrait justement, quand ils ont atteint l'âge de 16 ans, de mieux connaître les tenants et les aboutissements de la politique, de tout ce qui est soumis au droit de vote des citoyens, au vote des citoyens. Et puis alors, non seulement l'éducation civique des jeunes, mais aussi des moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement déconnectés, qui ne comprennent rien ou qui ne veulent rien comprendre. Alors, l'immigration, c'est une question, on n'en a pas beaucoup débattu, mais par ailleurs, on en débat beaucoup un peu partout. Il faut réformer le code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'accueil. C'est un monument. Il faut insister dans sa réforme qui mériterait sans doute peut-être également une assemblée constituante, tellement c'est compliqué. Il faudrait mettre en avant que la France est un pays d'accueil et qu'on n'enferme pas les gens parce qu'ils ne réunissent pas telle ou telle condition. Voilà. Et alors ensuite, nous avons dit qu'il faudrait associer les citoyens au niveau des communes en amont des délibérations des conseils municipaux, parce que les citoyens, une fois qu'ils ont voté, c'est un petit peu également la même chose quand ils votent pour leurs députés. Après, ils peuvent se désintéresser de la politique jusqu'à la prochaine élection. Non, il faut que dans les communes, c'est un niveau, le niveau de la base de la démocratie chez nous et un peu partout. Il faut associer davantage les citoyens. Comment, on ne sait pas, mais il faut le faire. Et enfin, il faut que la Constitution mentionne qu'il est nécessaire d'instaurer les droits de la nature. Ça n'est pas la même chose que la règle verte. Hein. La règle verte, c'est très bien. LFI en est le promoteur important, ainsi que les écologistes, bien sûr. Mais il faut instaurer les droits de la nature, c'est les droits des arbres, les droits des fleuves, les droits divers et variés de la nature. Voilà le résultat de nos discussions. Bravo. Alors à cette table, qui est le rapporteur ? Okay. Le point d'entrée pour nous, ça a été le vote des citoyens à partir de 16 ans.
avec au départ une interrogation, pourquoi 16 ans? C'est un peu jeune peut-être. Et puis finalement, en considérant qu'à 16 ans, on peut être émancipé de papa-maman, on s'est dit qu'on pouvait aussi sans doute voter. Et on n'y a vu que des avantages au final, avec en particulier le fait de faire redescendre de 2 ans l'implication citoyenne des futurs adultes. Et que ça obligeait aussi, à 16 ans on est encore à l'école, et donc ça obligeait à l'école à augmenter le travail d'apprentissage de l'activité démocratique. Il y a beaucoup à faire puisque on ne travaille pas assez la démocratie à l'école, en fait c'est du saupoudrage. Et au mieux, on va entraîner les enfants à débattre. Et c'est souvent une perception faussée de la démocratie qui est réduite au fait de débattre, mais exercer la démocratie, c'est pas débattre, c'est décider. Et voilà, ça c'est nous a paru le principal intérêt de baisser cet âge-là, c'est le plus tôt possible de se mettre en condition de décider, d'apprendre à décider, de débattre en commun et de décider. Ça nous a occupé une grosse partie du temps. On a parlé un petit peu aussi, il y avait 2 sujets qui se reliaient un peu, on trouvait, instaurer la règle verte et collectiviser les communs essentiels, l'eau, l'air, la forêt. Nous, on est 2 personnes dans le groupe à être agricultrices, et donc au niveau de l'eau, des terres, il y a un gros accaparement parce qu'il y a des questions financières qui sont tellement importantes que l'eau, c'est vital, et on pense que ça doit être un bien commun et que ça ne doit pas être accaparé pour faire des choses qui rapportent de l'argent. Il faut que ça soit partagé avant tout, et s'il y en a trop, on l'utilise à autre chose, mais d'abord c'est la population. L'agriculture, c'est hyper important, c'est sûr, mais s'accaparer l'eau pour faire des cultures qui n'ont rien à faire dans certains sols, avec certains climats, il y a des incohérences totales et on gaspille clairement de l'eau. Il y avait la question de la santé, l'énergie, c'est pareil. Le financier prend le pas sur l'utile, sur ce qui nous est indispensable. Voilà. Et nous, on a juste donné notre avis sur transformer le droit à la propriété en droit d'usage. Nous, du coup, on est propriétaires de nos terres agricoles. On est propriétaires de nos terres agricoles, et pour nous, c'est notre seule richesse. Attends 2 minutes. Ouais. Je reprends. Donc on est propriétaire de nos terres agricoles, et c'est vrai que pour nous c'est un peu notre seule richesse, nos terres. Donc oui, il faudrait peut-être préciser de quoi on parle, si c'est la propriété de nos maisons, la propriété qu'ont les agriculteurs, parce que comme disait la dame, les terres deviennent de plus en plus chères et les paysans ne peuvent plus se les acheter, donc c'est des gros financiers qui les achètent, et nous en gros on est en train de devenir leur masse salariale, parce qu'on n'aura plus les moyens d'avoir nos propres terres agricoles, et elles vont revenir encore à des gros financiers. Donc c'est vrai que le droit à la propriété, on pense que ça doit être un peu précisé sur quoi ça porte. Voilà. Moi, je voulais rajouter sur le droit à la propriété. Moi, je veux bien donner un droit d'usage, mais je veux pas le donner à l'État, parce que l'État, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est ça qui me fait peur, moi, que justement des financiers prennent nos terres pour faire n'importe quoi dessus. Et au niveau de l'agriculture, c'est une agriculture d'exportation qu'ils font. Alors, ils ne s'occupent pas des gens qui veulent manger en France, local. Et donc, du coup, le droit à la propriété en droit d'usage, il faudrait préciser que l'usage, quel usage on en fait, Parce que si ça doit revenir comme maintenant à des financiers qui font du fric avec, ou à des panneaux solaires au lieu de mettre de la vraie agriculture dessus, c'est pas un bon droit d'usage pour moi. Donc je préfère garder mes terres et en faire un bon usage que de
donner en propriété à des gens qui pourront en faire n'importe quoi après, quoi. Nous avons pensé aussi que la France devait avoir que la politique de défense de la France devait être beaucoup plus débattue au niveau du Parlement et au niveau des députés, et que ça ne devait pas être le précaré d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Je suis le dernier, rassurez-vous. Non, on a réinterrogé aussi le rôle de l'élu. On a parlé du porte-parole, plus que porte-parole est censé rapporter la parole d'un groupe, alors que l'élu est censé plutôt voter comme son parti peut-être lui demande. Et du coup, la parole des citoyens, du coup, elle disparaît. On a débattu là-dessus. Je vais conclure avec une chose sur quand on s'est posé la question de qui reprend la propriété. Alors la propriété, je pense qu'il faut la comprendre comme la propriété des moyens de production, c'est-à-dire de l'entreprise, l'usine, la terre pour le paysan, etc. Et pas du tout la propriété maison. Je pense pas que ce soit ça l'idée de LFI. Mais après, moyens de production, c'est déjà un vocabulaire qu'il faut apprendre à se réapproprier. Donc c'est peut-être normal que ce soit pas encore écrit. Et sur cette propriété, la crainte que ce soit l'État qui reprenne, c'est souvent ça qu'on pense, mettre en service public quelque chose pour le protéger. Et je voudrais rappeler que ça peut faire peur effectivement l'État, puisqu'on ne sait pas aux mains de qui il peut être à tel ou tel moment, si on pense à Vichy par exemple. Mais en France, il y a eu un exemple de propriété privée citoyenne. C'est dans le régime général la sécurité sociale de la santé, qui est de propriété privée et qui, jusque dans les années 60-67, a été gérée par les salariés eux-mêmes. C'est eux qui géraient le budget de la santé. Donc on a un exemple là de démocratie réelle, ouvrière ou salariale si vous voulez, de gens qui gèrent l'équivalent du budget de l'État pour gérer leurs propres soins. Et évidemment, comme vous gérez l'argent pour vous-même, c'était extrêmement bien géré pendant 20 ans. Et à se demander pourquoi on n'enseigne plus ça à l'école. Donc on a fait l'exercice qui était demandé, et je vais vous expliquer pourquoi après. On a choisi, donc parmi les 20 propositions, on en a choisi 6. La première, instaurer le référendum d'initiative citoyenne, garantir l'indépendance, le pluralisme et le financement de l'audiovisuel public, définir la République française comme une puissance non alignée au service de la paix, instaurer la règle verte, collectiviser les communs essentiels, garantir le droit au logement. On a fait ça pourquoi j'ai beaucoup influé peut-être, je pense, sur la discussion de la table en me posant la question de la mise en place de la constituante. Vous avez parlé d'un référendum tout à l'heure. Moi, je me pose la question si la personne qui porte le programme dans lequel il est marqué qu'il y a une constituante qui sera mise en place, si cette personne-là est élue, à quoi sert de mettre en place un référendum pour redemander aux Français s'ils veulent une constituante? À mon avis, ça se discute, ça peut aussi nous faire perdre du temps. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai rejeté personnellement, mais bon, la table est allée un petit peu dans mon sens, j'ai tractionné un petit peu, mais le gouvernement responsable devant le Parlement, bon, on a bien vu que le gouvernement qui engageait sa responsabilité à la suite des 49.3, c'est très vague. J'engage ma responsabilité. Bon, quand vous allez piquer dans le magasin, vous l'engagez aussi, là vous allez directement par la case prison. Un gouvernement qui engage sa responsabilité actuellement, bon, on sait ce que ça fait, c'est très flou. Élire l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel, c'est pareil. On l'a laissé de côté. Abolir les votes forcés au Parlement avec le 49.3, je l'ai mise de côté aussi. Enfin, voilà. Pourquoi? Parce que est-ce que la constituante, quand elle sera mise en place, va définir encore un système déjà défini dans la Ve République, à savoir un président, un gouvernement, une chambre haute, une chambre basse. Ou alors un monarque. Est-ce on peut revenir sur une monarchie? Chose que nous ne voulons pas. Et alors la monarchie présidentielle, on la connaît déjà, mais une monarchie telle qu'on a connue il y a des siècles, on n'en veut pas non plus. Mais est-ce que par exemple la constituante pourrait aller sur
une proposition de gouvernance horizontale. Parce que quand on parle de transformer le droit de la propriété à un droit d'usage, ben on est presque dans l'anarchie si on considère que c'est la propriété individuelle. Donc il me semble que si une constitution est réécrite, ben de base, il y a des choses qui sont très importantes, comme le droit au logement, comme les droits de la nature, les choses comme ça. Donc là, qui peuvent être déjà définis, comme on a déjà le droit à l'avortement, l'abolition de la peine de mort, des choses comme ça, qui seront déjà inaliénables. Et ensuite, il va bien falloir que la constituante décide du futur mode de gouvernance. Et là, moi, je me pose la question. On s'est posé la question aussi de savoir, la constituante va être constituée de combien de personnes? Est-ce que dans le programme, il est prévu un tirage au sort, un vote, une sorte d'élection parmi je sais pas, les listes des électeurs et des électrices? On s'est posé ces questions-là. Si jamais une constituante arrive aussi, je pense qu'il faudrait aussi penser à une réforme de nos forces de l'ordre. Parce que, parallèlement à des médias qui pourraient redevenir indépendants et qui pourraient arrêter de nous sortir la logorée gouvernementale actuelle, qui seraient affidés à des milliardaires, qui le sont. Bon, si on revient sur des médias indépendants, il va peut-être falloir aussi penser à nos forces de l'ordre, qui actuellement, à 50 ou 60%, on sait dans quel sens elles veulent voter. Donc il faut peut-être penser aussi à ça. Donc moi je pose quand même la question pour l'histoire de la constituante. Comment ça va se passer? Comment il est prévu que ça se passe? Parce que là vous parliez de référendum, vous parliez d'1 an et demi, 2 ans et demi, ou de 2 ans. Moi j'ai entendu M. Mélenchon, ou tout autre, présidentiable, homme ou femme, j'ai entendu dire qu'il arrivait au pouvoir, il mettait en place une constituante, puis au bout d'1 an il rentrait soigner son potager à la maison, et puis on continuait à faire quelque chose. Donc mettre en place un référendum en plus, vous avez entendu parler d'1 an et demi ou 2 ans, sur un mandat de 5 ans, la personne qui est là depuis 2 ans, pourquoi elle resterait pas 3 ans de plus? C'est-à-dire que moi j'ai introduit dans la discussion, personnellement, beaucoup de méfiance. Depuis 8 ans, on se l'a fait mettre à l'envers, on est d'accord que... Voilà. Après, on a parlé aussi de certaines choses, revenir à une sécurité sociale digne de ce nom. Ça rejoint aussi la sécurité sociale et alimentaire, ça rejoint aussi... Mais c'est pareil, on parle des agriculteurs qu'on veut contrôler dans tous les sens, mais pourquoi on ne contrôle pas les industriels? On a bien vu le scandale avec les eaux de Nestlé. Ben, le gouvernement, les gouvernants. Oui, ben on. Enfin moi, quand je dis on, à partir d'une constituante, moi je veux avoir la parole, hein, c'est clair. Hein. Donc à travers le RIC, à travers peut-être des comités. Bien de préciser de quel on il s'agissait aussi dans cette documentation. La population. Femmes et hommes. Et peut-être dans certains cas, enfants, mineurs de 16 ans ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Mais il faudra que ça soit un petit peu plus horizontal. Parce que là actuellement, en fait, la colère elle vient d'où? Qu'on soit très à droite, ce que je ne suis pas, ou très à gauche, la colère elle vient d'où là en ce moment? Qui est cristallisée avec une force incroyable par le RN, c'est parce qu'on ne nous écoute pas. Au niveau local, dans une municipalité, on ne nous écoute pas. Moi je suis de Marmande, à Marmande quand on donne 150 000 € au Garo Rock, on ne demande pas aux Marmandaises, aux Marmandais s'ils sont d'accord. Donc retrouver ces choses-là, c'est-à-dire, comme on dit, hein, quand on est plusieurs, on est plus intelligent. Bon, on l'a bien vu, il y en a un qui, depuis 8 ans, fait le monarque. Il n'est pas très intelligent. Il fait beaucoup de conneries, d'ailleurs. Je ne sais pas, j'ai peut-être oublié des choses, s'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter. On a parlé aussi des contrôles, on a parlé, simplifier l'administratif. On s'est posé des questions sur l'État, le rôle de l'État. Est-ce qu'il doit protéger la population? Est-ce qu'il doit être fort? Est-ce qu'il doit être faible? Qu'est-ce que l'État? Des choses comme ça. On s'est posé la question. Il me semble qu'administrativement, on a des millefeuilles phénoménaux. J'imagine que les agriculteurs, on a déjà vu des pièces de théâtre qui c'est ça. Bon, les CERFA, les machins, les trucs comme ça, enfin bon, je veux dire, ils sont... Je parle pas des normes qui doivent tailler la haie, qui doivent curer les fossés. Je suis pas sur les demandes de la coordination rurale et tous ces gens-là. Mais déjà une simplification.
On nous a vendu l'informatique avec la centralisation des fichiers, des choses comme ça. Actuellement, vous allez à l'hôpital de Marmande ou n'importe quel hôpital, vous rentrez, vous présentez votre carte d'identité, votre carte vitale, votre attestation mutuelle, et vous avez pris un rendez-vous vers un spécialiste par Doctolib. Bon, à un moment donné, alors bien sûr, il y a des histoires de fraude avec la carte vitale, des choses comme ça, mais je veux dire, faut arrêter. Enfin, je veux dire, bientôt, il va falloir arriver avec son bulletin de salaire ou le montant de sa retraite, comme à Dakar, pour dire qu'on a de quoi payer pour pouvoir se faire soigner. Donc voilà. Donc c'est un petit peu le gloubi-boulga, mais bon, voilà. Donc on a parlé de 3 sujets principalement, du RIC, ça je vais laisser Marcel en parler après, des médias et du vote à 16 ans. Donc sur les médias, on a parlé en termes de proposition de limiter les monopoles. Alors ça concrètement, on n'a pas trop détaillé dessus. En termes d'autres propositions concrètes, on a parlé du ciblage des impôts et d'une possibilité de choisir directement sur la feuille d'impôt une partie des impôts à quel média on voudrait attribuer telle subvention. Après, on s'est posé la question de est-ce que ça c'était proportionnel aux impôts payés, ce qui pourrait poser problème parce que dans ce cas, c'est ceux qui payent le plus d'impôts qui financeraient le plus les médias, ce qui ne nous intéresse pas particulièrement. Et on a parlé de l'attribution des fréquences aussi, qui actuellement est faite, il nous semble, par l'ARCOM, dont tous les membres sont nommés par le Sénat, l'Assemblée et le Président de la République. Donc on parlait pour remplacer l'ARCOM ou d'épauler l'ARCOM par un comité citoyen qui pourrait donner son avis sur l'attribution des fréquences. Voilà, je ne sais pas si on a parlé d'autres choses par rapport aux médias, si vous voulez ajouter quelque chose. Et ensuite, sur le droit de vote à 16 ans, ça c'est ce qui nous a pris le plus de temps dans nos débats. Au début, on a demandé son avis à Nina, qui est lycéenne et qui était plutôt contre au départ, en se disant qu'elle n'avait pas l'impression que elle et ses camarades avaient la maturité nécessaire pour voter à leur âge actuellement. Et donc ensuite, on est parti sur la question de l'éducation et de l'habitude apprendre à pratiquer la démocratie, parce que à l'école, on a parlé de l'école comme une institution qui formate beaucoup et où les enfants passent leur journée mais n'ont pas beaucoup de latitude pour donner leur avis. On leur demande d'ailleurs jamais leur avis. Et donc on s'est dit que pour donner l'habitude de la démocratie aux enfants dès la primaire et le collège, ce serait bien de leur demander leur avis justement, de faire des assemblées, de leur faire décider des menus, de ce qui peut se passer dans l'école directement, et pour leur donner le goût de la démocratie et ça forge le débat aussi, même si sur des questions très concrètes comme qu'est-ce qu'on va pouvoir manger ou comment on utilise la cour de récréation par exemple. Et ça peut donner l'habitude du débat et l'habitude d'être entendu et d'avoir l'impression que sa voix compte. Donc on s'est dit que c'était une bonne piste de commencer par là pour ensuite donner cette habitude de démocratie aux enfants et leur donner la légitimité et l'impression d'être légitime à voter ensuite. Voilà, et sur le RIC, je vais laisser Marcel. Juste pour rajouter quelque chose rapidement, on s'est aussi interrogé sur le rapport qu'on a à l'obéissance et qui ramenait ah oui, ok. Donc on s'est beaucoup interrogé sur le rapport qu'on a à l'obéissance. Donc on parlait de liberté de conscience et d'expression et comment est-ce que cette obéissance, elle est finalement inscrite en nous depuis l'école et comment est-ce que, voilà, par tous ces moyens d'apprendre aux jeunes à dire ce qu'ils pensent, à ne pas se laisser faire, à ne pas soumettre. Donc voilà, je voulais juste placer ce mot de soumission et d'obéissance. Bon, Marcel, je vais aborder le problème du RIC parce que bon, je suis gilet jaune et c'était la demande principale de notre mouvement.
Et je vais rebondir sur le référendum pour une constituante ou pas. Je crois qu'il y a un vrai débat, parce que chez les Gilets jaunes, il existe. C'est constituante ou reconstituant. C'est pas la même chose. La constituante, on réunit, on bâtit un groupe qui va plancher sur la question. Et on change de constitution, pratiquement de A à Z. Le reconstituant, c'est simplement donner le pouvoir aux citoyens de changer eux-mêmes la Constitution progressivement, comme ça se fait dans beaucoup de pays du monde, dans une cinquantaine, la Suisse, l'Uruguay. Donc ils changent leur Constitution progressivement au fur et à mesure des articles. Si on lit notre Constitution, moi, tout le début de celle de 58, elle me convient très bien, hein, la souveraineté du peuple par ses représentants et par la voie du référendum. Pour moi, c'est la définition absolue, hein, mais le référendum, si on a l'initiative, et nos représentants, s'ils ont du pouvoir, un pouvoir reconnu. Voilà, donc c'était la question. Je souhaite que la France Insoumise et NFP se posent la question du reconstituant ou la constituante. Mais ça peut faire l'objet d'un référendum aussi. Là, je voulais juste intervenir. Il y en a peut-être qui me connaissent à propos des doléances, puisque notre groupe citoyen a dépouillé, les premiers en France, dès qu'on a appris que les doléances avaient atterri dans les archives départementales, on a dépouillé avec des universitaires donc les doléances de la Gironde. On a été le premier département donc à avoir les résultats de ces doléances. Bon, ça a été diffusé, les gens connaissent maintenant les doléances, mais on a notre groupe essaie d'étendre le mouvement, puisque effectivement il y a eu un film de fait qui s'appelle Doléances, qui tourne actuellement sur FR3 et tous les tiers-lieux. Ça a donné aussi des députés à s'engager, puisqu'ils ont adopté une résolution à l'unanimité qui a obligé le gouvernement à pondre un décret pour rendre ces doléances accessibles. Donc maintenant, ces doléances sont accessibles. Nous, en Gironde, on a la chance de les avoir, puisqu'on l'a fait nous-mêmes, numérisé, saisi, dépouillé. Mais on voudrait entamer un deuxième mouvement. Ça concerne alors, je lance un appel, la 9e et la 12e circonscription. On est en train de se regrouper pour dépouiller au niveau local. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés par faire ce travail, l'objectif c'est après de voir un peu ce qu'on en fait, si on organise des assemblées citoyennes à partir de ces doléances pour voir si elles sont toujours d'actualité et s'il y a des points qu'on peut porter au niveau local. Parce que celles qui sont au niveau national, on les connaît, pouvoir d'achat, la baisse des taxes et tout ça, ça ne concerne pas le local. Et on ne peut pas compter sur notre Pinocchio là-bas en haut pour nous faire changer les choses. Voilà. Mais au niveau local, il ressort peut-être des choses. Voilà. Donc s'il y en a que ça intéresse, ils viennent me voir après la rencontre. Je prends leurs coordonnées et je les inviterai à notre prochaine rencontre qui aura lieu samedi prochain. Merci. Merci, je vois que vous avez sacrément bien travaillé, sacrément bien échangé d'une certaine façon. C'est vrai que là j'ai un train parce que je dois aller siéger ce soir. On fait un peu la noria, quoi. Chacun y va, etc. Donc on se relaie à l'Assemblée. Et c'est la loi fin de vie qui est examinée. Mais ce qui était important surtout là dans ce moment, cet après-midi, c'était précisément ce temps d'échange et de délibération. Mais ceci dit, c'est quand même important si je réponds à un certain nombre d'interrogations qui ont été posées. Donc je commence par la constituante. Pourquoi un référendum sur la constituante? Et effectivement, pourquoi ne pas directement, dans le cadre de la Ve République, instaurer un référendum d'initiative citoyenne constituant? Moi, il me semble que cette proposition de référendum d'initiative citoyenne constituant, il aurait absolument toute sa place dans la Constitution de la VIe République. Mais celle de la Ve, ça fait déjà 23 fois qu'elle a été modifiée par le haut. Et d'une certaine façon, on essaye de la rafistoler d'une manière, d'une autre, etc., sans vraiment parvenir à résoudre le problème du déséquilibre fondamental des pouvoirs dont je parlais au départ. Donc je pense que le rite constituant, ça serait bien qu'il soit dans la VIe République. Et pourquoi un référendum? La réponse va être assez rapide d'une certaine façon. C'est si on ne fait pas de référendum, si on gagne la présidentielle et que direct on dit allez hop, élection constituante. Je vois qu'il a été question des médias dans pas mal de vos échanges. Tout de suite, dans les médias, ça va être coup d'État. Il faut un coup d'État. Et je peux vous dire que là, et on ne traînera pas longtemps à ce moment-là à l'Élysée. Il faut légitimer
le processus tout au long du processus lui-même, parce que sinon on va se faire piéger d'une certaine façon. Donc, et puis aussi bien, moi je n'ai jamais pensé qu'une élection présidentielle ou une élection municipale ou quelque élection que ce soit vaut référendum sur tout le programme. Vous les connaissez tous, les maires ou les présidents ou les gens qui se ramènent après une élection et qui disent bah, de toute façon j'ai été élu, donc vous allez manger tout mon programme. Macron il nous a fait ça là l'autre jour à la télé. Le soir du premier tour, il dit « Je sais que certains vont faire barrage à l'extrême droite et je ne leur demande pas d'adhérer à mon projet. » Et 2 ans après, il dit « Eh ben, tout le monde a voté pour la retraite à 64 ans. » Ça va pas. Bon, mais ça, je vois que cette logique-là, elle est forcément connue. Mais donc, sur la procédure elle-même, c'est bien l'idée que la constituante reste un espace de délibération ouvert, effectivement, le plus ouvert possible. Et dans les propositions là que vous avez discutées, c'est des propositions de la France Insoumise, soumettrait. Mais avec une élection à la proportionnelle de la constituante, il n'y aurait pas que des insoumis dans l'Assemblée constituante. Et on est favorable à une part de tirage au sort, mais qui serait choisie par les gens eux-mêmes. À savoir, vous pourriez voter pour une liste, et si aucune des listes ne vous convient, vous votez pour le tirage au sort. Et donc si par exemple 20% des gens votent tirage au sort, vous avez 20% de l'Assemblée constituante qui est tirée au sort. Donc ça serait Et cette question du tirage au sort, elle mène d'une certaine façon aussi à répondre aux interrogations sur la reconnaissance du vote blanc. Et pourquoi ça vient avec le vote obligatoire? Parce que la reconnaissance du vote blanc donne un pouvoir important. C'est qu'effectivement, on pourrait dire, par exemple, s'il y a un tiers des gens qui votent blanc, on remet les élections. Parce que ça veut dire que, voilà, ça n'a pas répondu à ce que les citoyens ont besoin, etc. Donc on rempile. Mais à ce moment-là, d'une certaine façon, il faut que l'ensemble des personnes puissent être impliquées et s'impliquer. Et le gros problème des régimes représentatifs, qui n'ont jamais été pensés au départ pour être démocratiques. Donc c'est pour ça que c'est un défi en fait de construire une culture démocratique, parce que la culture qu'on a en réalité, c'est celle de la représentation. Et c'est un peu l'inverse, la représentation. C'est quelqu'un va parler à ma place et puis on verra bien. Ce qui donne parfois des choses délirantes. Pendant la crise sanitaire où tout a été piloté depuis l'Élysée, là il y a la démocratie parlementaire zéro. À ce moment-là, moi j'avais des gens qui me disaient « Oh, en même temps, c'est bien dur, hein. Bien dur pour Macron. » Et puis moi je me disais, mais attends, il a demandé à être là où il est. Moi par exemple, et Mathilde pareil, on se plaint pas. Ah ben oui, gros rythme, etc. Ben toi, c'est pas une sinécure d'être élu. Mais ce qui est important, c'est justement de partager de plus en plus le travail politique. Et alors ce qui d'ailleurs pose la question de comment on organise le travail dans le reste, et la question de la diminution du temps de travail, tout ça est lié. Je veux dire, si vous passez énormément de temps à bosser, après vous êtes épuisé, et puis ensuite vous n'avez pas le temps de vous occuper des affaires communes. Mais donc le vote obligatoire, pourquoi? Parce que on sait que structurellement, c'est la classe ouvrière, les employés et les précaires qui votent le moins. Et les jeunes aussi. Et or, si on veut qu'une politique corresponde aux besoins d'avenir et aux besoins de la majorité sociale, il faut au contraire que ces gens-là participent de la décision, sinon on n'y arrivera pas. Et il y a des pays qui ont fait ça comme la Bolivie, et je peux vous dire, par exemple, l'exemple bolivien est important. Ils ont fait une constituante, etc. Bon, tout n'est pas parfait, mais je viens sur le point essentiel. Il y a eu un coup d'État à un moment donné. L'extrême droite la plus zinzin a pris le pouvoir. Genre, ils brûlaient des drapeaux indigènes avec de la Bible comme ça. Là, ouais, voilà, bon. J'ai vraiment des gens marteaux, quoi. Et bien, ensuite, quand même, ils se disent, il va falloir valider notre affaire par des élections. Mais vu que les dispositifs de la précédente constitution continuaient à être en vigueur et qu'il y avait le vote obligatoire, les gens se sont déplacés à 85% et c'est le parti qui avait été renversé par un coup d'État qui a gagné. Alors ça, c'est, vous voyez, quelque chose de l'ordre de la résistance démocratique par rapport à une tentative de coup d'État de l'extrême droite. Bon, cette question de la participation par le vote blanc, par le vote obligatoire, elle pose la question aussi du droit de vote à 16 ans. Et ce qui est très drôle quand on pose la question du droit de vote à 16 ans, et j'ai cru comprendre que c'était le cas dans vos discussions, c'est qu'à chaque fois on en vient à une question. Mais pourquoi d'ailleurs? Est-ce que les jeunes à 16 ans ils sont compétents? Ah mais parce qu'à 18 c'est bon. Et à 50 évidemment. Donc, quand on pose cette question-là, on pose forcément une question de la
soi-disant compétences pour voter. Mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Parce que j'ai un peu travaillé l'histoire. Pendant la Troisième République, on disait aux gens « Ouais, vous aurez plus de pouvoir, mais d'abord, il faut de l'instruction publique descendre sur vous. » Et vous verrez, on passera à des mécanismes de démocratie un peu plus directs, mais quand vous serez vraiment cérébrés, quoi. Et à la fin, ben non, rien. Et donc cette idée, si vous voulez, de toujours construire la figure d'une partie de la citoyenneté, d'une partie du peuple comme ignorant, c'est une idée profondément antidémocratique, mais dont on a parfois un peu certains restes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'éducation populaire, pas échanger, mais par exemple le mouvement des Gilets jaunes, c'était ça. Les gens, ils venaient avec des expériences différentes, ils avaient lu des trucs différents, ils avaient rencontré des gens différents, et puis ils échangeaient leurs expériences. C'est ça l'éducation populaire, c'est une éducation horizontale, d'égal à égal. Et en échange des savoirs, parce que personne n'est le sachant supérieur. Et c'est ça le scandale, quelque part, de la démocratie, notamment dans une société de classe où il y a la bourgeoisie qui veut dominer. Le scandale, c'est qu'en démocratie, on postule, et c'est le principe de base qui ne doit jamais s'effondrer, que tous les citoyens sont égaux. Et ce qui pose là cette question, mais qui a accès à la citoyenneté? Et vous voyez bien le ministre Retailleau, ce qu'il en pense, c'est qu'il faut verrouiller de plus en plus l'accès à la citoyenneté. Moi, à Brest, j'ai rencontré des gens qui vivent depuis 30 ans, 40 ans sur le territoire, qui sont étrangers et qui sont découragés tellement depuis Sarkozy, on a complexifié les procédures d'obtention de la nationalité. Et voyez, là, on retrouve la question qu'on pose avec le droit de vote à 16 ans. Parce que si vous voulez être français, il faut savoir qui est Brigitte Bardot. Si vous voulez être français, il faut savoir, etc., etc. Je vous invite à regarder les questions qu'on leur pose. Les Carolingiens, les Mérovingiens, je veux dire, même nous, on a oublié dans quel ordre ils se trouvent, presque. Eh ben non, alors bon, tout ça est absurde, parce que la question, c'est est-ce qu'on a le droit, en vivant et en travaillant quelque part, de participer à la décision collective, à la fois dans la boîte, dans l'entreprise, mais aussi, plus généralement, dans la commune. Et effectivement, il a été beaucoup question de la démocratie communale. C'est quelque chose qu'il faut absolument investir. C'est l'échelon de base de la démocratie. Et effectivement, il faut demander à ce que les délibérations puissent être davantage publiques, à ce qu'elles soient d'abord discutées dans le village avant qu'elles soient prises. Et peut-être dans un certain nombre d'endroits, il faut aussi demander aux maires de s'organiser contre les pouvoirs concentrés dans les intercommunalités. Parce que moi je vois comment ça se passe dans le Finistère, dans le Nord Finistère. Eh bien, il y a des gens, ils s'accaparent. Il y a 3-4 maires qui ont tout le pouvoir sur l'intercommunalité, et puis les autres, ils n'ont rien à dire. Alors vous imaginez, si une partie des maires n'a rien à dire, les citoyens de ces communes-là, là, c'est carrément zéro. Donc l'exigence de démocratisation, elle doit être, me semble-t-il, portée partout et en toute occasion. Ce qui me conduit à poser la question... Ouais, parce que sur le, voilà, un autre point fondamental sur le vote à 16 ans, c'est quand même le rapport à l'avenir. Hein. Moi, ma mamie, elle me disait, quand elle avait 90 ans passés, elle me disait, tu votes quoi? Elle dit, parce que moi, je vote pour toi. Non pas parce que j'étais pas candidat à l'époque, mais elle disait, je vote pour toi, parce qu'en fait, ça va être ta vie, ça va pas être la mienne. Et moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant, et c'est quelque chose qu'on commence à observer, ce qui est un phénomène sociologique nouveau. C'est Vincent Tibéry, un sociologue, qui parle de ça, il parle de la socialisation inversée. Maintenant, tu as des jeunes qui arrivent à faire changer leurs parents ou leurs grands-parents de vote. Ça, franchement, c'est un motif plutôt d'espoir. Même s'il faut aussi prendre conscience que, oui, notre société est traversée par ces deux tendances fondamentales dont je parlais tout à l'heure, et qu'en fait, dans la jeunesse, c'est celle-là qu'on retrouve. En fait, même 3 tendances. Dans la jeunesse, c'est soit l'indifférence et l'abstention, soit la volonté du changement qu'on incarne nous, dans la France insoumise, soit le Rassemblement national et la tentation du repli identitaire. Et en fait, de dire, oui, on va quand même garder nos trucs comme avant, etc., dont Trump, par exemple, est un bon symbole international, quasiment, et un point de ralliement, d'ailleurs. Moi, je trouve ça fascinant que des gens comme Musk puissent susciter l'admiration, alors qu'il est manifestement... C'est une figure presque de dessin animé, de type complètement barré, qui veut tout détruire ou tout faire comme il veut. Enfin, vous voyez, c'est quand même un peu curieux. Bon, désolé. Donc voilà, bon, ça c'est sur le vote à 16 ans. Je voulais quand même dire, la question du rapport à l'avenir est vraiment importante. Ensuite, il y a les objets sur lesquels le pouvoir porte. Et juste un petit... Effectivement, je me rends compte qu'on aurait dû clarifier, y compris la formule. Le droit de propriété, aujourd'hui,
il est défini dans la Constitution et dans la Déclaration en fait, des droits de l'homme et du citoyen comme un droit absolu. C'est-à-dire un droit d'usage et d'abus. Un droit, en fait, c'est le truc en latin, c'est usus et abusus. C'est-à-dire j'en use et je peux en abuser comme je veux puisque c'est mon bien. Alors évidemment, même aujourd'hui, la jurisprudence et la justice, ça dit, bah non, en fait, tu peux pas complètement faire ce que tu veux. Il y a plein de trucs comme ça qui sont venus dire. Mais poser l'idée que ça soit un droit d'usage, ça veut pas dire que tu ne l'as plus, ta propriété. Mais ça veut dire que tu n'as pas le droit d'en abuser, y compris pour les générations futures. Et effectivement, la question agricole, je crois que c'est la plus parlante pour parler de cette disposition-là qu'on a dans le programme. Parce que, vous voyez, moi, je suis en Bretagne. En Bretagne, on est les champions de l'élevage intensif. Donc on a 4 ou 5 porcs par breton. Pour vous dire une idée, c'est énorme. On importe de l'azote à mort avec le soja brésilien et évidemment, ça a des impacts considérables sur toutes les eaux. Et en plus, il faut voir qu'en Bretagne, on a très peu de nappes phréatiques et que 80% de nos eaux sont des eaux de surface. Donc vous voyez le tableau général. Et effectivement, de redéfinir comme ça la propriété, ça permet aussi que des lois de nature, on va dire, plus contraignantes sur la question écologique pour la production, eh bien, puissent être prises. Parce qu'aujourd'hui, elles peuvent être cassées au nom de la liberté d'entreprendre. Et donc, vous voyez que là, non, la liberté d'entreprendre ne peut pas être une liberté de détruire les conditions de vie pour les générations futures. Et d'ailleurs, les générations présentes y compris. Ce qui nous conduit à la question de la collectivisation et d'un référendum pour voir comment collectiviser. La collectivisation, ça a plusieurs dimensions, effectivement. Ça peut être de dire, ben, ça va être une gestion comme l'eau, par exemple. L'eau, elle peut revenir intégralement en gestion communale. Ça ne veut pas dire que ça va être propriété de l'État. Mais effectivement, il faut regarder dans le détail ensuite comment on fait, etc. Là aussi, c'est un objet de décision démocratique. Mais cette question-là, elle... Ah, désolé, oui. Cette question-là, elle est absolument décisive. Et je crois que le fait que ça ait suscité des débats, c'est normal. Et effectivement, lorsqu'on pose ces débats sur les grands communs que sont en fait, les conditions les plus basiques de la production, c'est ni le capital ni le travail. Hein. C'est le fait que les sols ils puissent produire quelque chose, qu'il y ait de l'eau, enfin c'est la nature en fait. La condition vraiment de base, c'est ça. Si l'écosystème n'est plus compatible avec la vie, de toute façon c'est fini. Alors ça fait un peu bizarre de dire les choses comme ça, mais on ne s'est pas habitué à penser comme ça. L'économie capitaliste, elle n'habitue pas à penser comme ça. Elle s'abstrait de la souffrance liée au travail humain, mais elle s'abstrait aussi des conditions de base de la nature. Par exemple, des dingueries comme se dire « Ah bah tiens, si les abeilles disparaissent, on va faire des petits insectes un peu en métal ou que sais-je, de nanotechnologie, parce que de toute façon, ils vont polliniser, on arrivera à polliniser, mais on se rend même pas compte de ce que c'est. Même un oiseau, je sais plus quel type d'oiseau on m'avait dit, mais un oiseau... Parce que là, vous voyez, ça c'est la mode pour se donner bonne conscience, même si je jette pas la pierre à ceux qui font ça du tout, c'est une très bonne chose, mais on dit on va planter des arbres. Alors on plante des arbres, allez. Mais un oiseau, de l'histoire de sa vie, parfois, même c'est une vie beaucoup plus courte, il va planter mais beaucoup plus d'arbres qu'une ONG qui dirait on en a planté tant, vous voyez. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête, c'est pour ça que je vous les dis pas. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple un peu concret sur ce genre de choses. Donc voilà, la sécurité sociale, évidemment, c'est absolument décisif. Et c'est dans la dimension de démocratie sociale. À chaque fois qu'il vous parle de la Sécu, dites, mais en fait, pourquoi le Premier ministre parle de la Sécu? La sécurité sociale, et nous, c'est notre position, elle doit revenir à la gestion paritaire au minimum, voire en fait à la gestion syndicale qu'il y avait au début. Qu'est-ce que nous, en tant que parlementaires, on a à mettre notre nez là-dedans? Je veux dire, sans les cotisations qu'on a et qu'on fait tous, et bien ensuite on gère tous ensemble cela. Mais c'est pas à l'État, parce que quand l'État vient mettre son nez là-dedans, c'est pour dire oh là là, ça coûte cher, ça coûte cher, ah, tiens les médicaments, allez hop. Et on finit par dégrader généralement le système de soins. Et la dégradation générale du système de soins, c'est une question démocratique, parce qu'à la fin, les gens ils vont pas être soignés pareil selon leur niveau de richesse, et déjà c'est le cas. Et vous voyez, c'est pour ça que ça avait choqué à ce point quand Valérie Trierweiler avait révélé que François Hollande appelait une partie de nos concitoyens les sans-dents. Parce qu'on sait aussi que c'est un marqueur terrible de conditions de vie difficiles que de ne pas pouvoir se soigner les dents. Et ça disait beaucoup du mépris énorme concentré dans une partie de la gauche bourgeoise et de la gauche dite caviar à juste titre, qui avait oublié ce qu'était le socialisme. Et qui d'ailleurs l'a toujours oublié. Je sais pas s'il est allé se faire réélire député, ce type. Franchement, on a quand même avalé des sacrées pilules hein, sur l'Union.
On nous dit parfois, vous n'avez pas été assez unitaire, etc. À chaque fois, on a tout accepté, on n'a rien dit. On nous dit à chaque fois qu'il faut nous taire, on dit rien, etc. On est zen, un petit coup de yoga, mais on se filme pas en train de faire du yoga comme d'autres. Bon, bref, il est temps que j'aille prendre mon train, je commence à raconter n'importe quoi. La question, mais j'essaie de répondre à tous les enjeux dont vous avez parlé, la question de la redéfinition de l'organisation territoriale, elle est fondamentale. Et j'en ai dit un petit mot de les communes et les intercommunalités. Une partie, je dis pas, l'extrême droite, elle progresse partout. Donc c'est aussi une crise générale du capitalisme qui fait qu'il y a cette réponse par la droite. Et nous, l'idée, c'est qu'il y ait une réponse par la gauche aussi. Qu'on laisse pas uniquement les gens se dire que l'alternative, elle est de ce côté-là. Et c'est ça qu'on construit et c'est pour ça qu'on tient ferme. Mais d'une certaine façon, si on prend cette question-là, moi, il me semble que la métropolisation fait partie des conditions de progression du vote du Rassemblement national. Je veux dire, ça dépossède, comme je le disais, ça dépossède parfois d'un pouvoir qu'on pouvait avoir sur l'existence. Et notamment, par exemple, les gens sur les points d'eau, etc., ils se les sont fait retirer dans un certain nombre de communes. Et c'est l'intercommunalité qui maintenant gère l'eau. Je veux dire, c'est des questions qui affectent aussi quand même considérablement le quotidien. Et c'est pour ça que la question démocratique n'est pas une question abstraite. C'est une question concrète. Et dans les questions concrètes, là, il y a les questions d'argent. Et nous, on est pour plafonner le financement de la vie électorale, des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est 7 500 €. Vous pouvez donner jusqu'à 7 500 €. Nous, je crois qu'on dit qu'il faudrait plafonner à 150. Pourquoi ? Parce que Macron, qui n'avait pas de parti, qui n'avait rien du tout, quand il finance sa campagne de 2016-2017, c'est avec, en gros, 600-700 familles. Ah, et si vous faites 700 fois 7500, vous avez déjà un bon petit maillot de départ. Alors que 700 fois 150, c'est plutôt une campagne à la Jacques Cheminade, vous voyez. C'est autre chose, c'est pas tout à fait les mêmes dimensions. Donc, il y a dans cette question du financement de la vie politique une question démocratique fondamentale, bien entendu. Voilà, j'ai répondu sur un certain nombre d'affaires. Ah oui, mais je termine sur les médias. Comment on règle ce problème ? C'est un énorme problème. C'est un problème qui est très lié aussi à la Ve République, parce que le président de la République nomme les directeurs de l'audiovisuel public. C'est-à-dire qu'en plus de se taper 9 milliardaires qui détiennent 90% des médias, on a le président qui nomme les chefs du public. Alors là, et ça donne le paysage médiatique fabuleux qu'on a depuis 2 ans. Enfin, depuis même plus longtemps que ça, mais je veux dire, là, ça prend des proportions absolument délirantes. Où la gauche est le diable absolu, et puis finalement, les nazis mettent des cravates. C'est sympa. Et donc, si les nazis mettent des cravates, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, on est à ce niveau de débilité répétée dans l'espace public et induite avec une inversion permanente du réel. C'est-à-dire que les antiracistes deviennent des racistes, etc., etc., etc. Bon. Et ça, comment on règle le problème ? Vous voyez, en Argentine, à un moment donné, la présidente Kirchner, qui était de gauche quand elle était élue, une de ses premières lois, ça a été on brise le monopole de Clarín, qui était le grand groupe, qui est toujours le grand groupe de presse. Et elle dit on divise en 3 tiers. Les médias, il y aura un tiers public, un tiers privé, un tiers associatif. Et donc, immédiatement, le groupe a dû se scinder lui-même, parce que c'était pas possible, il concentrait 80% des médias en Argentine. Et lorsque la droite a repris le pouvoir en Argentine, c'est la première loi qu'ils ont cassée. Vous voyez à quel point c'est décisif, et c'est pour ça que je vous dis, la question de l'éducation populaire, de l'échange horizontal, etc., c'est une question extrêmement décisive. L'école, il doit y participer, mais effectivement, à l'école, il faut qu'on commence à prendre les enfants et les adolescents pour des gens un peu plus à égalité que nous. Y compris là, les questions qui se posent sur les violences faites aux enfants dans notre société, ça doit tous nous interpeller sur quel statut ont les enfants dans ce pays. Et si jamais on les convie davantage à participer à la décision, comme vous disiez à un moment donné, sur les menus, etc., sur comment ça se passe, mais je veux dire, leur parole, elle sera aussi davantage crue, elle sera aussi davantage assise, elle sera aussi davantage forte. Et ensuite, une fois devenus citoyens, là, ils participeront plus volontiers à des choses démocratiques plutôt que de se dire on va voter une fois tous les 5 ans et puis voilà, ensuite ça passera. Advienne que pourra. Eh bien, moi je pense que voilà, ça c'est un élément vraiment, vraiment décisif. Et moi je suis très content des discussions qu'on a pu avoir cet après-midi, et puis c'est rassurant quelque part.
Parce que là, on est 50, 60, j'en sais rien. Mais ensuite, on parle à d'autres gens, et puis ensuite, on parle. Et puis tout ça, ça fait paraître politique, et de se dire, ben, on peut partager ou pas les idées des uns et des autres, mais on peut aussi discuter tranquillement dans ce pays. Des idées des uns et des autres, dès lors qu'on part des idées. Et pas de comment on parle, ou de je ne sais quoi, et pas de rumeurs sur tel ou tel. Je veux dire, c'est important d'être assis là-dessus, et de comprendre qu'il y a un agenda aujourd'hui politique des milliardaires de ce pays pour conserver le pognon et le pouvoir. Qu'à une époque, ils étaient obligés de lâcher du lest parce que de l'autre côté, il y avait, et c'était loin d'être l'idéal, très loin de là même, mais il y avait le bloc soviétique, donc ils disaient attention, il faut quand même accorder les augmentations de salaire. Maintenant, il n'y a plus de contrepoids. Donc ils se disent, on lâchera pas le moindre centime. 10% d'augmentation du SMIC, c'est trop. Et en fait, le même système de concentration du pouvoir induit une concentration des richesses. Le patrimoine des 500 les plus riches, 500 familles les plus riches, il a doublé sous Emmanuel Macron. Il est passé de 570 milliards à plus de 1200 milliards. C'est ça la dynamique concrète du pouvoir aujourd'hui qui fait que c'est plus dur à l'école, c'est plus dur à l'université, c'est plus dur à l'hôpital. Et donc si on reprend le pouvoir, eh ben on arrive à renverser cette dynamique de pouvoir. Et c'est pourquoi la 6ème République, c'est aussi, et ça passe aussi par un phénomène de déconcentration du patrimoine dans ce pays. Parce que des gens qui ont autant de richesses, ils auront forcément plus de pouvoir. Eh bien, donc il faut qu'ils en aient moins, et il faut qu'il y en ait plus pour la collectivité. Voilà là où il y a le point de jonction entre ce qui est, d'ailleurs historiquement, ce qui est censé être la gauche, et puis la démocratie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc un immense merci à Pierre-Yves qui va certainement louper son train s'il continue comme ça. Voilà, donc je vais rien rajouter parce que je pense qu'il a quand même dit une grande partie des choses. Moi, je voudrais, juste avant qu'on se sépare, vous dire un grand merci déjà, puisque je pense qu'on a un petit peu fait la démonstration aujourd'hui qu'à rebours de tout ce qu'on entend sur la France insoumise, qui est sectaire, qui n'écoute rien, qui ne veut rien partager, je pense que voilà, on s'est offert aujourd'hui collectivement tous un beau moment, et avec voilà, des gens de toute obédience, et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est bien. Je voudrais remercier évidemment tous nos collaborateurs, donc Tom, Léo, qui sont tous en train de repartir, Amélie, qui ont permis l'organisation de ça. Évidemment, mon suppléant Lionel Cholon, qui est toujours présent, qui me représente beaucoup aussi sur la circonscription, puisque, comme l'a dit Pierre-Yves, on a énormément de lois en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc l'hémicycle est ouvert aujourd'hui, est ouvert demain. Ce sera aussi le cas la semaine prochaine, puisqu'on est sur une loi extrêmement importante, en tout cas voilà, socialement très très importante, qui peut marquer un tournant vraiment fondamental dans la République française, qui est le projet de loi sur la fin de vie. Et donc il faut beaucoup de présence, parce que c'est un sujet qui est très profond, qui suscite beaucoup de débats, et c'est bien qu'il y ait du débat. Et donc on veut vraiment y participer. Je voudrais remercier aussi bien entendu la librairie Jeux de mots, à laquelle on s'est associé pour faire cet après-midi, même si donc on a terminé sous la halle. Et je veux remercier aussi beaucoup la mairie de Cadillac, qui nous a prêté à la fois les tables, les chaises, et qui nous a permis de faire cette réunion sous la halle. Et puis donc je voulais vous dire que si vous avez envie d'avoir un retour éventuellement sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on va essayer de faire une petite synthèse. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas, peut-être on prend une feuille, à nous laisser une adresse mail ou une adresse... ça tourne déjà? Parfait, très bien, génial. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis on va faire prochainement, je pense, sur Cadillac, une réunion spécifique au sujet des municipales, pour justement expliquer un petit peu à chacun et chacune qu'est-ce que ça veut dire un engagement dans une équipe municipale, qu'est-ce que ça veut dire de constituer une liste, de faire une campagne, parce que c'est pas évident, c'est des choses aussi que les citoyens et les citoyennes ne savent pas forcément, et qui empêchent aussi des nouvelles candidatures. Donc voilà, et rendez-vous évidemment pour ceux qui veulent, il y a un autre café populaire à La Motte-Landéron le 23 mai. Merci beaucoup. Pardon, juste une dernière chose, j'ai complètement oublié de remercier évidemment les camarades du Blayais
qui sont venus, qui ont fait de la route pour venir nous voir et qui ont mis en place la sonorisation et la prise de vue. Merci beaucoup.